L'ennemi est à nos portes. Clémence, tu es l'enfant élu qui pourra nous sauver. Il est temps de partir au combat. Mais je suis pas d'accord, moi. Et en plus, je vais me faire défoncer par ça. Mais dans un jeu vidéo, on ne demande pas l'avis des parents. Mais c'est complètement con. Ouais, et alors? En 2008, l'annonce est faite. La suite du célèbre Sin and Punishment sortira sur Wii. Ok. À la grande question, qu'est-ce que c'est que ce jeu pourri? La réponse est catégorique. Je vois pas le rapport. Aussitôt, une sorte de mini-buzz s'est créé autour d'un jeu bordélique au possible avec une trame scénaristique qui devait tenir sur le verso d'une feuille de PQ. C'est d'ailleurs fou parce que ce fameux jeu s'appuyait sur le succès d'un autre jeu qui ne sera finalement jamais réellement sorti en France. Sin and Punishment sur Nintendo 64 était en effet réservé au public japonais. Il faut quand même savoir que si un jeu ne sort pas en dehors des frontières japonaises, c'est qu'en général il y a une bonne raison, mais il y a toujours des petits rigolos pour aller débusquer les pires machins de là-bas pour les ramener chez nous. Comme si les Japonais venaient nous piquer les pouillots. Pourtant, en cherchant bien, le jeu était disponible en France mais sous une forme un peu plus subtile que le bon vieux support cartouche de la Nintendo 64. C'est sur la console virtuelle de la Wii que les petits sauvages qui en voulaient à leurs parents de ne pas être nés japonais ont pu faire semblant d'avoir la science infuse et ont pu télécharger pour 200 points de plus que d'habitude une espèce de jeu complètement crétin mais qui a bizarrement plu à pratiquement tout le monde. Ce qui est dramatique, c'est que sur cette console, il n'y avait qu'un seul shoot 'em up digne de ce nom, à savoir le bien nommé Lylat Wars, qui montrait quand même qu'on pouvait développer des choses merveilleuses en faisant quelques efforts. Et voilà qu'un jeu encore plus bourrin vient bouleverser les petites habitudes des gamers. Déjà, pour ce qui met de mauvaise humeur, c'est Treasure qui s'est chargé du développement du machin, la même boîte responsable du cataclysmique Gunstar Future Heroes, un jeu tellement sauvage et assassin pour les yeux qu'il vous aurait rendu épileptique un aveugle. On retrouve malheureusement ici quelques gros défauts déjà vus avant, comme la jouabilité carrément hasardeuse et des idées balancées en vrac à toute blinde en espérant que le joueur ne convulse pas avant la fin du premier niveau. Ensuite, pour ce qui irrite méchamment, c'est la partie scénario. Si dans la plupart des jeux de tir, on se contente des envahisseurs à défoncer sans aller chercher plus loin, c'est aussi qu'il y a une bonne raison. Là, clairement, on atteint des sommets qui dépassent largement l'Everest. Et attention, parce que c'est du lourd. La race humaine a bouffé tout ce qu'il y avait de comestible sur la planète. Des scientifiques apparemment aussi futés que des manches de pioche ont alors décidé de créer une race de bestioles pour servir de bouffe à tout le monde. Mais au lieu de bidouiller les gènes du lapin ou de la vache comme n'importe quel couillon l'aurait fait, ils ont décidé de créer des espèces de mutants qui ont des griffes, des ailes et qui balancent des lasers. Le genre de truc qu'on adore manger en fait. Mais comme si ça ne suffisait pas, il y a une armée de soldats qui s'est mis en tête non seulement de bousiller les saloperies de mutants, mais en plus de massacrer le peuple japonais, comme ça pour le fun, parce que c'est tellement amusant de casser la gueule d'un peuple qui ne peut pas se défendre. Il existe deux façons de faire un jeu de tir. La bonne, avec une jouabilité d'enfer, des tirs qui prennent tout l'écran, des explosions, des bonus, des gros boss et des tas d'ennemis de partout qui amènent à se demander si dans le clan des méchants on est au courant que c'est la crise et qu'il faudrait tout doucement y aller mollo sur les dépenses inutiles. Et puis il y a la mauvaise qui est à peu près pareil, sauf qu'elle oublie au passage un ou deux éléments cités juste avant. Et là, tout de suite, ça le fait moins. Sin and Punishment oublie par exemple qu'il est sympa autant qu'indispensable d'avoir des options en cours de jeu, et on ne parle pas que des espèces de bonus idiots qui redonnent de la vie. Non, on fait référence aux vraies options, genre le double tir, le missile, le module de soutien, ce genre de trucs qui montrent qu'on connaît son sujet. Ici, on a deux modes de tir. Le mode en visée libre qui permet de tirer où on veut, normal, et le mode branle-couille qui cible automatiquement les ennemis mais qui est carrément plus faible. Quand un ennemi s'approche trop, on dégaine automatiquement une épée et on lui met sa race tellement profond que même un proctologue n'arriverait pas à la sortir de là. L'autre joyeuseté se situe au niveau de la jouabilité. On dirige en même temps le chanteur de Tokyo Hotel version peroxydée et le curseur de tir. Si un jeu comme Lylat Wars avait la politesse de proposer un mode de visée irréprochable de perfection, là c'est tout de suite plus la galère. Il faut gérer en même temps les tirs à l'écran et les déplacements des personnages jouables. On pourrait penser que c'est original, mais ça devient vite barbant de devoir se servir du mode de visée automatique, justement parce qu'on doit se concentrer sur ce qui arrive au petit péteux en bas de l'écran.
Le plus rigolo reste bien évidemment quand il se met à courir comme un dératé et foncer dans les murs et les troncs d'arbres parce qu'il est bien évidemment connu que n'importe quel héros de jeu vidéo est trop limité pour analyser une situation aussi complexe que le contournement d'un obstacle. J'adore ce passage. S'il est trop abruti pour éviter les murs, pourquoi est-ce qu'il court? Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Est-ce que Mario Bros perd une vie à chaque fois qu'il se prend un mur dans la tronche? Non. Pourquoi? Parce que c'est une idée idiote. Tout simplement. Si graphiquement le jeu arrive pourtant à s'en sortir avec les honneurs grâce à des sprites immenses et des décors travaillés, c'est bien la seule qualité qu'on peut lui trouver. Les musiques sont quelconques, les niveaux s'enchaînent selon la fameuse logique d'un scénario qui ferait même Mario Ball, la replay value est à des années-lumière de ce qu'on a pu entendre, et le plaisir de jouer est clairement aux abonnés absents. Parmi les grands mystères qui entourent ce jeu, on se demandera donc comment il a fait pour avoir autant de critiques positives lors de sa sortie, et surtout pourquoi il coûte 208 points de plus que les autres jeux Nintendo 64 de la console virtuelle. Oui, bon, ok, les dialogues ont été traduits. Mais si c'était pour lire ça, on aurait carrément préféré passer à côté. Au final, on se retrouve avec un jeu qu'on ne sait pas trop comment prendre. Il y a d'un côté une notoriété qui forcerait presque le respect, avec un succès qui s'est basé sur on ne sait pas trop quoi, et de l'autre un jeu vraiment pas si terrible que ça, avec le fameux héros rebelle qu'on croirait sorti tout droit d'un jeu Square Enix, des musiques insipides, des dialogues ridicules et une jouabilité presque énervante. Pour 1208 points, franchement, c'est carrément abusé. Lylat Wars vainqueur par KO. Est-ce que Mario Bros perd une vie à chaque fois qu'il se prend un mur dans la tronche?